C'est quoi la nature de la relation client-conseiller? C'est un ensemble de réponses et de questions, des questions qui viennent soit du conseiller ou du client, ou de réponses que le conseiller va fournir aux questions, peu importe. Mais c'est de faire le tour sur comment on va fonctionner en termes de communication. Est-ce que je t'appelle? Est-ce que j'observe des heures spéciales pour t'appeler? Je peux t'appeler vendredi soir? Tu sais, le conseiller va te le dire. Moi, je vais dire à mes clients, communique-moi de la manière que tu veux. Pigeon voyageur, texto, messenger, c'est pas important. Si je réponds, c'est que ça me fait plaisir de te répondre. Il y a des conseillers qui vont être plus carrés, conseillères qui vont être plus carrés, qui vont dire, bon, ben moi, je travaille de telle heure à telle heure, du lundi au jeudi, du lundi au vendredi, puis c'est bien correct. Si le client est au courant, puis si le conseiller en a parlé ou a répondu à la question. C'est quoi les services qui vous sont offerts avec le conseiller, la conseillère que vous avez devant vous? Il va vous expliquer. Bien, il y en a qui vont faire des impôts, des hypothèques, des assurances, assurance vie, maladie grave, invalidité, des placements. Puis en termes de placement, ben, il y en a qui vont choisir un gestionnaire de placement. Par exemple, Fidelity, Desjardins, RBC, c'est des gestionnaires de placement. Il y en a une multitude. Il y en a d'autres qui vont utiliser plusieurs gestionnaires. Le conseiller, si vous lui posez la question, il va vous dire c'est quel gestionnaire préféré qu'il y a. En général, ben, ça va être 4-5 compagnies. Il y en a qui ça va être moins, des fois ça va être plus. Est-ce que le conseiller a des portefeuilles modèles pour un profil de risque donné? Est-ce qu'il refait toujours de nouveaux portefeuilles? C'est très personnalisé ou c'est plus général? Pourquoi il a fait ces choix-là? C'est des questions à poser. Dans une autre vidéo, j'expliquais comment un conseiller est payé. Je vais en faire un petit retour quand même là, pour le besoin de cette vidéo-là. Les conseillers vont être soit payés par l'institution financière qui, elle, va vous charger des frais ou des honoraires, ou bien le conseiller va être indépendant, va avoir un courtier, comme moi c'est Investia, mon courtier. Il y a des conseillers chez Investia comme ailleurs qui vont vous charger des frais de commission. Vous achetez un fonds, il y a des frais qui s'en vont pour payer le conseiller, c'est des commissions. Il y en a d'autres qui, comme moi, vont fixer un taux fixe d'honoraires. Donc, le client va savoir exactement combien ça lui coûte annuellement par rapport à l'actif qu'il a confié au client. Donc, ça peut être un pourcentage. Exemple, 1% qui est chargé, 1,25% qui est chargé. Donc, si, mettons, j'ai 10 000 confiés ou 1 million de dollars à confier, c'est le même pourcentage. Plus que tu as d'actifs, plus que tu peux négocier. Puis, il y a aussi la manière qu'on est rémunéré en assurance. En assurance, c'est plus des gros montants, mais one-shot deal. Par exemple, tu fais une assurance vie, ça coûte 20$ par mois. Ben, ça va donner à peu près 20$ par mois, tu fais à peu près x12, puis là, la commission du conseiller, il doit te le dire, parce que quand il va faire des propositions, ben c'est sûr que toi, si tu sens qu'il veut gonfler la prime, tu sais, je veux dire, tu vas lire le body language, le langage du conseiller, tu vas regarder les propositions qu'il te fait, tu vas être capable de comprendre, à la limite de le challenger pour savoir là, c'est quoi la motivation derrière. J'ai fait une vidéo qui parle que de ça. Pourquoi le conseiller aime sa job? C'est pas une petite question. Vous allez déceler dans la réponse du conseiller de la conseillère si cette personne-là le fait pour elle-même, elle peut bien le faire pour elle-même, ou le fait pour vous, si c'est une personne qui travaille au jeu ou au nous. Il y a des gens qui vont carburer à aider les autres, qui vont carburer à cette émotion-là de savoir qu'ils ont fait une différence. La première fois, je ne sais pas si c'est la première fois, là, mais un des premiers feelings que j'ai observé qui a fait en sorte que je me suis dit, je suis à ma place. Je sortais de chez... j'avais remarqué qu'à chaque fois que je sortais de chez mon client après un premier rendez-vous, j'étais heureux. Puis, au premier rendez-vous, je signe jamais rien. Je le dis à mes clients, on se rencontre, on va apprendre à se connaître, je vais t'expliquer comment je travaille, je peux répondre à toutes tes questions, mais on ne va pas ouvrir des comptes, signer une assurance au premier rendez-vous. Puis j'ai toujours fait. Puis en sortant de chez client, lorsque j'étais rendu à ma voiture, à chaque fois, le feeling que j'avais d'avoir donné plein de bons conseils, d'avoir eu l'impression d'avoir fait une différence positive, puis de savoir que cette relation-là allait probablement perdurer, puis que j'allais être là pour répéter,
Ben, ce feeling-là, c'est ça qui me motive personnellement. Il y en a d'autres, ben, c'est peut-être quand ils embarquent dans leur char, c'est yes, j'ai fait une vente, j'ai signé des dossiers. Puis il va probablement bien vous servir, mais ça se décèle. Puis si c'est quelque chose qui vous dérange, que quelqu'un soit comme moi ou comme un autre, ben vous allez le déceler, vous allez voir si le fit est bon. S'il n'y a jamais un premier rendez-vous comme ça, au deuxième rendez-vous, vous le savez si le feeling était bon. Ça revient probablement pas à chaque fois, mais très souvent, j'ai expliqué à mes clients, les premières années, je disais, j'ai jamais perdu un client, puis c'était une grande fierté. Mais forcément, avec les années, un jour, tu vas perdre des clients. Puis c'est une bonne question à poser. J'écoutais un YouTuber en anglais parler de cet aspect-là, puis j'ai trouvé ça brillant, de déstabiliser le conseiller ou la conseillère, puis de dire, comment tu as perdu tes 2 derniers clients? Ça peut être un peu malaisant, challengeant, mais en même temps, les réponses que vous allez entendre vont vous apprendre tellement de choses sur l'honnêteté de la personne devant vous, va vous apprendre sur sa seniorité. Tu sais, si la personne dit, comme moi je disais avant, ben j'ai jamais perdu un client, ça fait probablement pas très longtemps qu'il fait ça. Puis ça peut être un bon conseiller, mais vous allez aller quand même chercher de l'information. Je vais m'ouvrir. Moi, j'ai perdu un client 2 semaines plus tard, travailler chez Desjardins. Ça, c'est mon cas plus facile. Lorsque j'ai fait un changement de courtier, j'étais d'une compagnie, j'ai été vers une autre compagnie, j'ai perdu 2, 3 clients. À mon souvenir, ben, il y avait un groupe de ces clients-là, ça m'avait vraiment déçu, mais eux voyaient ça comme si je les abandonnais en changeant de compagnie. La majorité de mes autres clients, 90% facilement, ont pas vu ça comme ça, mais je comprends que les personnes ont pu le voir ainsi. Euh, mais tu sais, tu peux obtenir des informations. Par exemple, une chose que personne ne va jamais m'entendre dire, c'est ben, il répondait pas au téléphone, il me donnait pas de suivi. Moi, c'est ma force. Mais en affaires, on va entendre ça souvent. Puis ça revient à ce que je parlais en termes de communication. Si la discussion a eu lieu avec votre conseiller, conseillère, comment qu'on se communique, puis à quelle fréquence. Est-ce que je peux t'appeler 4 fois par année, 5 fois par année, 1 fois par année? Tu vas-tu m'appeler si je te donne plus de nouvelles? Vous allez éviter beaucoup de frustration en le sachant. Tu sais, c'est une question en affaires, surtout je pense dans notre métier, où est-ce que c'est des questions qui doivent être répondues, adressées et répondues. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas tes conseils? Imaginez-vous, là, le conseiller, conseillère, cette personne-là a une personnalité. Cette personne-là va vous faire des propositions en assurance, va vous faire des propositions en placement, va vous présenter un portefeuille. Euh, Puis, c'est une bonne question à poser lors d'un premier rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas tes conseils? Vous allez apprendre quelque chose à ce moment-là sur la personnalité de votre conseiller conseillère, puis si ça fonctionne avec vous. Il y a des gens qui aiment ça se faire driver. Dire, regarde, voici, ça va fonctionner comme ça, puis cet exemple, vous le faites pas, vous savez que ça ne marchera pas avec le conseiller, puis il y a du monde qui haïsse pas ça, là. Moi, je fais des propositions, j'explique mes propositions, puis ça m'est arrivé que des clients me disent tel aspect, j'aime pas ça. Exemple, j'ai bien aimé. Dernier truc qui m'est arrivé, j'avais mis dans le portefeuille que j'avais présenté à mon client un fonds vert, puis un fonds que j'apprécie beaucoup. Puis il m'a dit qu'il en voulait plus, qu'il se serait attendu à un portefeuille plus environnemental. Moi, j'ai adoré. J'ai retourné. J'ai dit, écoute, je t'ai montré un portefeuille, c'est un bon portefeuille, mais je vais te revenir avec une proposition. Moi, ça m'a branché. Fait que là, j'ai été travailler pour faire un portefeuille qui était diversifié puis qui était environnemental en même temps pour mon client. J'adore être challengé par mes clients. J'adore qu'ils me posent des questions. Puis même si j'ai pas la réponse, je vais aller la chercher, j'augmente mes connaissances. Mais il y a des conseillers qui, eux, dans leur personnalité, vont présenter des solutions, puis vont être très convaincus de ces solutions-là. Puis si vous ne suivez pas ce qu'ils vous ont proposé, bien, ça va les décevoir. Alors, je pense que c'est bon de savoir comment que le conseiller va réagir si vous ne suivez pas ce qu'il dit. J'ai vu souvent des conseillers recevoir des appels parce qu'ils décidaient de transférer le fonds.
qui décidait de transférer de l'institution financière où ce qui était vers moi. Puis là, le conseiller de l'institution financière appelle le cliente, puis c'est quasiment, c'est quasiment des pleurnicheries. Moi, je ne serais pas capable de supporter ça personnellement. C'est bon de dire, dans le fond, de poser la question à ton conseiller, qu'est-ce qui se passe si je veux plus de toi? Moi, first, là, si, mettons, j'ai un client qui me dit, écoute, je vais transférer chez quelqu'un, j'arrête de poser des questions. Il y en a qui vont vouloir savoir pourquoi tu pars. Écoute, c'est pas impossible que je pose la question, mais en général, je vais être minimaliste parce que c'est le cadre du client, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut. J'ai un client, ah oui, tu veux aussi savoir de ton conseiller, qu'est-ce qui se passe si, mettons, j'ai besoin de décapitaliser mon compte REER ou CELI, comment que ça va se passer? Est-ce que tu vas me faire la morale? Tu vas-tu me poser deux, trois petites questions? Tu vas-tu obtempérer? Comment ça va se passer? Il y a des conseillers qui perdent de vue à un certain moment donné que l'actif qu'ils gèrent, c'est pas le leur, c'est celui de leur client. Puis parfois, ben, quand le client va décapitaliser pour des raisons qui lui sont propres, même si des fois ça ne t'apparaît pas comme le bon call à faire en tant que conseiller pour ton client, c'est pas mauvais de lui expliquer. T'as-tu pensé que, t'as-tu pensé que si, mais c'est pas ton argent, c'est pas ton actif. Moi, quand j'ai un client qui me dit ben, j'ai besoin de 10 000 je dis OK, cool, je te fais ça. By the way, y a-tu une raison bien particulière, je devrais être au courant ou c'est correct? C'est une question qui laisse, si la personne est mal à l'aise, va dire ben non, c'est correct, j'entends, j'en ai besoin. OK, bon, je le fais. Mais c'est des questions, des fois, à poser au conseiller pour savoir, ben, encore là, pour éviter des frustrations.